pensons, parce qu'il y a des rencontres au sommet, par exemple, si vous prenez des rencontres au niveau continental, c'est avec l'Union africaine. Si vous prenez des rencontres sous-régionales, c'est au niveau de la CEDEAO. Et si vous prenez des rencontres au niveau central, au niveau national, c'est donc avec la protection civile. Donc ce sont là des structures publiques qui partagent avec les autres acteurs que nous sommes en tant qu'organisation de la société civile un certain nombre d'éléments pour aider les populations à renforcer davantage leur résilience et aider surtout les décideurs publics à améliorer le travail de résilience, parce que chacun a compris aujourd'hui qu'aucun développement ne peut se faire si les questions de réduction de risque de catastrophe ne sont pas prises en compte. Il y a des risques multiformes un peu partout. Vous prenez par exemple les épidémies. Nous sommes en Casamance. Les épidémies, comme les maladies dont on parle, les nouvelles maladies émergentes qu'on appelle les zoonoses par exemple, sont là. Donc vous avez le palu qui persiste, vous avez d'autres maladies épidémiques qui jaillissent un peu partout, et parfois on constate aussi un certain nombre de maladies qui sont aussi liées à la pauvreté, à la famine, qui apparaissent dans certains coins ou recoins de la zone. Vous avez l'érosion côtière sur toute la partie littorale, n'est-ce pas, ouest de la région, à savoir dans le département de Oussouye, dans le département de Bignona avec Kafountine, et les îles sont devenues une proie très facile parce que l'érosion côtière ne pardonne pas. Nous avons aussi la déforestation, nous avons aussi les feux de brousse que nous enregistrons, nous avons les noyades, la foudre dans le milieu rural qui continue à tuer le bétail comme les hommes. Donc un ensemble de risques existe. Il faut simplement maintenant beaucoup de volonté politique pour préconiser un certain nombre d'éléments à titre de prévention. Par exemple, les paratonnerres pour lutter contre la foudre, la fixation de nos côtes, du trait de côte pour lutter contre l'érosion côtière, la prévention et la mobilisation des communautés pour faire face aux feux de brousse, et la prévention en termes de sensibilisation avec les autres acteurs de la santé pour prévenir contre un certain nombre de maladies épidémiques et endémiques telles que le paludisme. Bien sûr, il y a des indicateurs qui le montrent. C'est au niveau du taux de mortalité. On voit que toutes les statistiques sont en train d'être enregistrées avec succès, et il y a plus ou moins des statistiques qui sont en train de rassurer les uns et les autres. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de maladies qui reculent. Il fut des temps, à pareille heure, pendant l'hivernage, on enregistrait le choléra. Et ça fait des années, on ne connaît plus ces maladies. Donc ça veut dire qu'avec la vaccination, avec les programmes de vaccination, ça veut dire qu'aussi avec les campagnes de sensibilisation menées par les services de l'hygiène, avec la mobilisation de tous les autres acteurs, les Badiane Gox et autres acteurs, beaucoup de choses sont en recul en termes de performance, en termes de résultats. Donc nous encourageons les différentes autorités, aussi bien au niveau national qu'au niveau décentralisé, à renforcer cet élan et à comprendre encore une fois que les populations au nom desquelles et pour lesquelles nous parlons ont besoin d'être davantage renforcées pour être à même de faire face à tout risque. Un excellent thème, parce que c'est en Afrique même où il y a les plus grandes disparités entre les pauvres et les riches, et les pauvres ne seront jamais à l'abri de vulnérabilité tant qu'elles sont pauvres. Quand vous êtes pauvre, vous êtes vulnérable. Prenez même du point de vue de la santé. Quand vous êtes pauvre, vous mangez mal. Quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas les possibilités de vous soigner. Donc quand une maladie arrive, vous êtes une proie facile pour cette maladie. Quand une épidémie arrive, vous êtes une épidémie très facile pour ça. Vous prenez au niveau de la planification urbaine et de l'occupation des espaces. Quand vous êtes riche, vous avez les moyens de construire une maison solide qui peut résister par rapport à l'érosion du sol, l'érosion hydrique, c'est-à-dire que le ravinement par exemple, parce que vous avez des fondations solides. Quand vous êtes riche, vous avez la possibilité d'acheter un habitat dans des espaces aménagés et dans des espaces dotés d'infrastructures d'écoulement des eaux de pluie. Mais quand vous êtes pauvre, vous êtes obligé de faire avec vos moyens limités. C'est ce qui fait que les terrains les moins chers sont les terrains malheureusement qui ne sont pas aménagés. Et ce sont les terrains qui ne sont pas aménagés qui représentent les facteurs de risque les plus probants. Donc le lien entre la pauvreté et la vulnérabilité n'est plus à démontrer. En anglais, on parle de underlying risk factors, c'est les facteurs de risque sous-jacents. Et c'est la maîtrise de ces facteurs sous-jacents qui permettrait de mettre tout le monde sans distinction et de façon beaucoup plus inclusive, tout le monde donc à l'abri d'un certain nombre de risques. Encore une fois, il est bon de rappeler qu'un risque ne relève pas de la fatalité. Tout risque a une réponse qui puisse parer à toutes les éventualités.
Exactement, c'est ça. L'économie sociale et solidaire, en réalité, nous la pratiquons sans l'appeler économie sociale et solidaire. Maintenant, on l'a institutionnalisé et à Ziguinchor, le mérite de Ziguinchor, c'est quoi? C'est d'avoir un maire qui a été le premier parmi les maires à en faire une direction et à l'élever au rang de priorité locale. L'économie sociale solidaire vise à atteindre l'objectif de développement durable numéro 1, c'est-à-dire la lutte contre l'extrême pauvreté. Quand vous luttez contre l'extrême pauvreté, vous réglez un problème, c'est-à-dire que vous préparez ces personnes frappées par l'extrême pauvreté à devenir maintenant de véritables agents au développement. Mais tant que vous ne réglez pas, ils n'ont pas le temps de vous écouter, parce que c'est des gens qui se lèvent pour la survie au quotidien. Mais une fois que vous atteignez cela, leurs ambitions vont commencer maintenant à monter, et c'est là où ils deviennent des acteurs aussi qui vont contribuer au développement et à l'épanouissement de toute la population. C'est possible, parce que l'immigration, c'est quoi? Ça oppose deux espaces. L'espace de départ, c'est l'Afrique, qui est considéré comme un continent relativement pauvre. Le point d'arrivée, c'est où? C'est soit l'Europe ou l'Amérique, considérés comme étant les pays de référence en matière de développement. Donc dans les relations entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est un point de départ considéré comme pauvre qui voit ces gens se vider pour aller remplir un espace considéré comme riche. Déjà, il y a un indicateur. Mais le problème, il est beaucoup plus complexe que cela. Il y a d'autres conditions ou d'autres paramètres qui entrent en jeu et qui sont plus complexes. C'est-à-dire que vous pouvez voir quelque part de cette richesse, ils renoncent à tout ça pour encore tenter l'aventure. Ce n'est pas tous des pauvres ceux qui font l'aventure. Il y a d'autres, c'est des questions d'ordre psychologique. Ils sous-estiment tout ce qu'ils ont ici pour aller à l'aventure sans être sûrs qu'ils pourront avoir ce qu'ils ont laissé ici. Combien de fois vous avez entendu les gens dire que pour prendre une pirogue, il faut donner des millions? Or, à partir d'1 million, vous êtes en mesure d'être un entrepreneur dans le cadre des petites et moyennes entreprises. Mais d'un point de vue psychologique, si vous nourrissez un complexe par rapport à votre zone de départ et en croyant que c'est le paradis, c'est ailleurs, effectivement, vous serez victime de cela. C'est pourquoi je dis qu'il y a des nuances peut-être à faire pour montrer carrément que, certes, l'immigration a des causes d'ordre liées à la pauvreté, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des raisons liées à des questions d'ordre psychologique et des questions d'ordre moral. C'est dans la tête aussi.